Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons aborder une œuvre théâtrale. Nous allons aborder la pièce Cannibale de José Plia, créée en 2004. Alors José Plia, nous avions évoqué cet auteur dans le podcast précédent et nous n'allons pas revenir sur les détails de sa biographie, mais on peut cependant rappeler qu'il est né en 1966 à Cotonou et que c'est un auteur aux identités multiples, francophone, mais pas que, qui a vécu en Guadeloupe, qui est aussi hispanophone et donc qu'il faut éviter de placer dans la seule case francophone. La pièce dont il est question, Cannibale, je dirais que c'est une pièce minimaliste parce que c'est une pièce à 3 personnages, mais pas une micro-pièce. Et Nicolas, elle doit faire une durée à peu près d'1 heure, n'est-ce pas? Oui, je pense que c'est à peu près la durée de cette pièce qui est relativement courte. C'est aussi pour ça qu'elle est publiée avec une autre. En général, on le trouve à l'Avant-Scène Théâtre, suivi donc d'une pièce qui s'appelle Pudeur. Elle a été créée en 2004 par Jacques Martial, et ce qui peut être intéressant de noter, c'est que José Plia a éprouvé le désir de reprendre la pièce en 2015 pour la mettre en scène lui-même, tant effectivement son contenu le touchait peut-être encore. Il dit que il y a eu de nombreuses mises en scène faites de cette pièce, mais que lui-même trouvait qu'on pouvait encore en faire d'autres lectures, et peut-être une lecture ici plus proche de l'expérience qu'il a vécue et qui a donné naissance à cette pièce. Donc en 2004, ça a été joué au théâtre de Chaillot, et en 2015 au théâtre de Malakoff. D'accord. Alors c'est une pièce à 3 personnages, 3 femmes, Christine, Martine et Nicole, et il y a un thème, c'est le thème de l'enfant, et à savoir la disparition de l'enfant. Christine fait irruption dans un lieu public, dans un parc, et annonce qu'elle a perdu son enfant, et elle se met à la recherche de l'enfant. Mais j'aimerais qu'on parle d'abord du lieu, parce que le jardin public, c'est un endroit hétérogène, fréquenté par toutes sortes de personnes, des femmes de préférence, avec des enfants, des personnes âgées. On y trouvera moins de cadres supérieurs, on y trouvera moins de personnes actives. C'est quand même, je dirais, une population qui fait pendant un moment, qui fait une pause, qui fait un pas de côté. Est-ce que tu y vois une volonté particulière de placer cette discussion dans un parc? Alors je pense que ce parc, il évoque peut-être la terreur de toute mère quand elle emmène son enfant et qu'elle constate que son enfant a disparu. Ce parc, qui fait, nous dit-on, des milliers d'hectares, c'est une façon de montrer la perte de l'enfant dans un espace très vaste où les chances de le retrouver semblent finalement inexistantes. Mais comme tu l'as dit, le parc, c'est effectivement un lieu de rencontre, un lieu où l'on croise des gens, et José Plia le dit lui-même dans une interview, c'est le lieu du vivre ensemble, et c'est justement ce vivre ensemble qu'il cherche à interroger, entre autres dans sa pièce. Moi, ce qui me frappe, c'est donc ce début de pièce qui commence effectivement avec une situation particulièrement dramatique. Une mère s'est assoupie, elle se rend compte en se réveillant que son enfant a disparu, mais finalement les mots qu'elle adresse ne sont pas du tout ceux qu'on imagine dans une telle situation. Il y a quelque chose d'un peu décalé qui refuse tout naturalisme, tout réalisme dans la dramaturgie, et nous entraîne dès le début dans une sorte d'onirisme, ou en tout cas de logorée
plutôt philosophique. En tout cas, José Plia dit que sa pièce a une portée métaphysique et qu'il ne faut pas y voir seulement quelque chose de psychologique, la crise d'une mère qui vient de perdre son enfant. En fait, c'est absolument pas ça, finalement, qu'on trouve. Ce qu'on va trouver, c'est effectivement une femme qui a perdu son enfant. Et qui une femme ou 3 femmes? Ah, bon, alors ça, c'est encore un autre problème. On va le garder peut-être pour un peu plus tard. Pour l'instant, restons-en au propos apparent, qui est que Christine se réveille et a perdu son enfant. Elle s'adresse alors à Nicole, qui est assise sur un autre banc, pour l'interroger. Mais on voit qu'elle s'excuse très longuement d'interrompre la rêverie de Nicole. Nicole va d'ailleurs l'envoyer promener, hein, comme on dit assez vertement, oui. En disant qu'elle n'aime pas les enfants et qu'elle ne souhaite pas aider d'une quelconque manière Christine. Puis on trouvera Martine qui voudra bien écouter Christine, à condition que ses plaintes ne soient pas trop fortes, parce qu'elle ne voudrait pas que les plaintes de Christine viennent perturber le sommeil de son fils, Martin, qui dort dans son landau. Et du coup, moi, je me dis, il y a quand même ici toute une interrogation sur comment est-ce qu'on touche autrui. Comment est-ce qu'on fait pour que autrui soit sensible au malheur qui m'arrive, hein? On se rend bien compte que Nicole n'a aucune empathie pour le drame que vit Christine. Martine en a un peu plus, entre mères on se comprend, dit-elle, mais ça se résume à « je veux bien vous écouter, mais ne faites pas trop de bruit ». Et Christine va donc forcer en quelque sorte ces 2 interlocutrices à s'intéresser à son drame, à sa quête, et finalement, est-ce que ce n'est pas un peu une façon d'interroger la capacité même peut-être du théâtre à toucher l'autre, à créer de la compassion, de l'empathie entre des individus? D'accord. Alors on parlait de cette question, évidemment, l'empathie, avoir de l'empathie, souffrir, écouter l'autre, refuser d'écouter l'autre, ça pourrait être des réactions, un potentiel, un panel de réactions qui pourrait se trouver au sein même, dans le cœur même d'un seul personnage. Ça pourrait être une femme à différents âges de la vie. Oui, mais en fait, bon, on en revient à la question que tu avais posée, hein. Effectivement, ces 3 femmes, sont-elles vraiment 3 ou ne sont-elles pas 3 facettes d'un même personnage qui représenterait donc l'un des thèmes principaux de cette pièce? C'est donc le thème de la maternité, du désir de maternité. Et les 3 personnages campent des réponses très différentes. Enfin, en tout cas, Nicole et Martine, c'est très clair. Nicole, c'est celle qui n'aime pas les enfants. Et Martine, celle qui adore son fils et qui ne vit que par son enfant, qui est presque l'esclave de son fils. Et on sent que Christine, elle est un peu entre les deux, et qu'il y a même une sorte de lutte entre Nicole et Martine pour faire basculer Christine dans un camp ou dans l'autre. L'une qui, quelque part, essaye de discréditer ce rôle de mère auquel les femmes sont encore aujourd'hui trop souvent assimilées, hein, comme si, voilà, une femme, elle se doit de procréer, d'être mère, de se réaliser par la maternité. Et Nicole représente donc la voix assez cynique et violente qui refuse cette assimilation de la femme à la mère naturellement aimante. Et d'ailleurs, moi je trouve qu'il y a, si on regarde de près la terminologie, on dit avoir un enfant. Alors je sais bien que dire d'autre, on ne va pas dire je suis mère et j'ai mis au monde, bon, ça serait bien trop pédant. On dit j'ai un enfant, mais il y a quelque chose aussi de matériel. Et ce qu'il dénonce, Plia, c'est aussi le fait que dans nos sociétés
dans nos sociétés, d'ailleurs pas que nos sociétés occidentales, l'enfant est un attribut. Et l'enfant est parfois aussi perçu dans sa matérialité. C'est on va dire, un attribut identitaire. Et Nicole, eh bien, c'est celle qui refuse de se laisser définir par le fait que, non, elle n'a pas d'enfant, elle ne possède pas d'enfant, elle ne veut pas posséder d'enfant, et d'ailleurs, je crois qu'elle en kidnappe même. Alors oui, la pièce, on va dire, flirte du côté du mythe et de la légende. On nous parle de cette sorcière qui, quand elle croise les enfants, ses enfants disparaissent. Finalement, elle peut rappeler un peu le mythe de Médée, celle qui tue ses propres enfants. Donc il y a effectivement une façon ici de remettre en question cet instinct maternel que toute femme devrait avoir. Mais pour revenir à cette idée justement de l'identification de la mère par son enfant, c'est vrai qu'on en a ici une illustration assez ironique. Si on pense que la fille de Christine s'appelle Christine et que le fils de Martine s'appelle Martin, à tel point qu'on peut se demander, est-ce que ce sont les enfants qu'on a nommés d'après le nom de leur mère, ou est-ce que ce sont les mères qui se nomment ainsi par rapport à leur enfant, comme si finalement l'identité de l'un rejaillissait fatalement sur l'identité de l'autre, que la fille ne pouvait qu'être un double de la mère, ou que la mère se définit tellement par son enfant que son nom même doit avoir un rapport avec lui, comme Martine et Martin. Donc effectivement, ce sont des femmes dont on parlait de Nicole, mais Martine, c'est celle effectivement qui accepte totalement cette aliénation. Son fils ne doit pas être réveillé, c'est l'enfant roi, l'enfant sourire, l'enfant bonheur, et toute sa vie à elle semble tourner autour de lui. Alors, dans quel but, à ton avis, Pliat choisit-il d'entrer dans l'action en utilisant les codes du polar? Parce que, je veux dire, l'enfant disparaît, une mère s'est assoupie, à son insu, l'enfant a été kidnappé. Or, il est clair que dans la pièce, je veux dire, quand un enfant disparaît, la première chose qu'on fait, c'est d'alerter la police, d'alerter tous les gens autour de soi, de faire un scandale. Mais ici, on voit 3 femmes qui palabrent. Donc l'incident qui est à l'origine de la pièce n'a rien à voir en fait avec ce qui s'y déroule. Donc c'est plutôt un prétexte. Oui, alors il le dit lui-même que finalement, là, il a choisi la perte d'un enfant, mais ce qui l'intéresse, c'est de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'une propriété, et qu'est-ce que c'est que de perdre un bien essentiel. Ici un enfant, mais dit-il, ça pourrait être finalement autre chose. Le polar, moi je dirais que d'un point de vue théâtral, ça dynamise quand même le spectacle, ça lui donne tout de suite un certain tonus, mais je dirais que ce polar finalement est là pour mieux faire voir le détournement que José Pliat opère dans la pièce, qui ne nous offrira donc pas une enquête policière, mais c'est ce qu'il dit lorsqu'il met en scène la pièce lui-même. Pour lui, c'est une enquête métaphysique. Et c'est vrai que, il y a bien un personnage Martine va proposer de se partager le parc pour aller fouiller un peu partout, mais c'est Christine qui va dire non, je sais où est l'enfant, cet enfant, il est quelque part entre nous 3. Donc il n'est pas dans un espace extérieur, mais dans un espace intérieur où il va falloir finalement se livrer à une introspection pour retrouver dans ses souvenirs, dans sa mémoire, et puis je dirais plus dans ses désirs, l'enfant disparu. Et en fait cet enfant, je crois qu'il représente aussi tout simplement l'enfance disparue de ces femmes. Le titre cannibale, est-ce que ce sont des femmes qui sont dévorées par leur désir d'enfant? Oui, le titre est évidemment assez provocateur, et effectivement il insiste il donne une définition surtout au tout début de la pièce qui n'arrête pas le cannibalisme au fait de manger ses semblables, mais à une sorte d'action symbolique qui consiste à s'incorporer en le dévorant l'objet du désir. Et il fait une référence
à une tribu d'indiennes, les indiennes Guayakí. Et c'est Jacques Martial qui, dans une interview, explique que l'anthropophagie des indiennes Guayakí, c'est en fait une façon d'absorber un être pour que leur corps entier serve de sépulture à ce qui a disparu, de manière à ce qu'elle puisse continuer à vivre. Et finalement, donc, ce serait une façon d'incorporer voilà, les désirs inassouvis d'enfants, puisque on va découvrir qu'en fait, d'enfants, il n'y en a peut-être pas eu, ou que s'il y en a eu, bon, il a été peut-être incorporé par Nicole éventuellement. Enfin, c'est une option possible, même si le texte n'est pas très clair. Mais en tout cas, toutes les souffrances de la maternité sont absorbées, dévorées et non pas niées. Donc elles resteront dans le corps. C'est ça. Elles seront assimilées, elles seront ingérées. Et que ce serait une manière pour elles donc de continuer à vivre avec tous ces désirs inassouvis. D'accord. Alors, il y a encore tout un tas d'aspects que nous aimerions approfondir parce que cette pièce est là quelque chose de profondément universel et nous poursuivrons notre discussion dans le cadre du second podcast sur cet ouvrage. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. Et à la semaine prochaine.